On dit souvent « recommencer à zéro », comme si c'était simple, comme si on appuyait sur un bouton « reset » et tout repartait. Mais à 37 ans, avec une ado de 13 ans, 2 cartons de dette et un cœur abîmé, recommencer à zéro, pour Julie, ressemble plutôt à une opération à cœur ouvert sans anesthésie. Le train quitte Paris-Montparnasse un lundi de février, sous une pluie fine. Julie serre entre ses pieds un sac de sport bourré de papiers importants. Diplôme, vieux contrat, jugement de divorce, comme si tout ce qu'elle a été jusqu'ici tenait là-dedans. À côté d'elle, Zoé, 13 ans, écoute de la musique, le front collé à la vitre. « Tu vas voir La Rochelle, c'est super, tante Julie. Il y a la mer, les tours, les glaces, les... » Zoé hausse une épaule. « Si tu le dis... » Julie soupire en silence. Elle sait que pour sa fille, cette ville qu'elle quitte, c'est ses copines, son collège, son père, même si ce père-là ne s'est jamais vraiment rendu disponible. Elle pense à Thomas, son ex-mari. Au début, il était charmant, brillant, séduisant, responsable d'équipe dans une grande banque, costume impeccable, sourire sûr de lui. Puis il a commencé à expliquer comment elle devait s'habiller, parler, qui voir. Ensuite a décidé qu'elle ne devait plus travailler à plein temps pour s'occuper de Zoé. Enfin, à faire semblant qu'il n'avait rien fait de mal, quand il a fini par partir avec une collègue plus jeune, en la laissant avec un mi-temps dans une petite agence de communication et un loyer trop cher pour elle seule. Le divorce a été long, épuisant. « Tu n'y arriveras pas seul », lui lançait-il encore, la dernière fois qu'ils se sont vus au tribunal. Elle s'est promis qu'il se tromperait, même si, certains soirs, en vérifiant 2 fois le solde de son compte, elle n'en était pas si sûre. La Rochelle l'accueille avec un ciel clair et un vent qui fouette les joues. Elle dépose leurs valises dans un petit 2 pièces au 3e étage d'un immeuble un peu vieillot, mais lumineux, près du port. « C'est petit », commande Zoé. « C'est à nous », répond Julie. Ce n'est pas tout à fait vrai. La banque le sait mieux qu'elle. Mais dans la bouche de Julie, c'est une incantation plus qu'une réalité. Le lendemain, elle se présente à son nouveau job. Une amie d'amis lui a trouvé le poste, assistante de direction, accueil, dans un espace de coworking fraîchement rénové, entre le port et une ancienne friche industrielle transformée en lieu créatif. Le lieu s'appelle la Fabrique Atlantique. Briques apparentes, grande baie vitrée, plantes vertes, bureaux partagés, salle de réunion avec des noms de bateaux, cafétéria avec café en grains. La directrice, Maëlle, la trentaine, baskets blanches et robes colorées, lui explique « Ici, on a des freelances, des petites boîtes, des start-up, on loue des bureaux, des salles, on organise des événements. Et moi, je fais quoi exactement? Tu es l'huile dans les rouages. » Elle détaille. Accueil, gestion des salles, factures simples, petit dépannage bureautique, sourire quand les gens paniquent pour un vidéoprojecteur. Julie hoche la tête. Ça va aller. Et si tu es d'accord, on peut aussi te confier un peu de communication. Les réseaux sociaux, la newsletter, là, les yeux de Julie brillent. Volontiers. Elle a fait des études de communication à Bordeaux, enchaîné des postes de graphiste et de chef de projet. Elle aime écrire, mettre en scène, trouver des idées. Elle a juste cessé de croire que ça pouvait être autre chose qu'un luxe précaire. On n'est pas une multinationale, prévient Maëlle. Tant mieux, réplique Julie. Elle se surprend à le penser vraiment. À quelques centaines de kilomètres de là, dans un immeuble en verre à La Défense, un homme regarde la carte de France affichée au mur. Une série de points bleus marque les principales villes. Paris, Lyon, Lille, Marseille et maintenant La Rochelle. Adrien Delmas, 42 ans, PDG de Blue Wave Logistics, une entreprise spécialisée dans la logistique éco-responsable pour le e-commerce, fronce les sourcils. « Vous êtes sûr de vous ?» demande son directeur financier. « Oui, délocaliser une partie du siège à La Rochelle, ce n'est pas courant. On a besoin d'air, résume Adrien. Il ne dit pas que cet air est aussi celui dont lui, Adrien,
père célibataire, crève depuis des années. Il vit entre des salles de réunion vitrées, des TGV, des avions et un grand appartement parisien où son fils de 6 ans, Lucas, court parfois, mais pas assez souvent à son goût. La mère de Lucas, Amélie, est partie 3 ans plus tôt vivre à Montréal avec un photographe. « Paris m'étouffe », lui avait-elle dit. Lui étouffe aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Quand le conseil d'administration lui a demandé d'ouvrir un nouveau site pour se rapprocher du port de l'Atlantique, il a proposé La Rochelle. C'est stratégique, avait-il expliqué. Ce qu'il n'a pas précisé, c'est que c'était aussi à 1 heure de train de la ville où vit désormais sa mère, qui l'aide à garder Lucas un week-end sur 2, et qu'il rêve d'une vie où son réveil ne serait pas toujours réglé sur l'agenda des autres. On commencera dans un coworking, décide-t-il. Un quoi? Fait le directeur financier, sceptique. Un espace partagé, explique Adrien, temps de trouver nos propres locaux. Il a déjà repéré un endroit, la fabrique Atlantique, au bout d'un quai, dans une ancienne halle. Il aime bien l'idée de s'installer dans un lieu où des gens démarrent ou recommencent quelque chose. Il ne le dit pas. Ce n'est pas très PDG, ce genre de phrase. Le matin où Adrien arrive pour la première fois à la fabrique Atlantique, Julie a déjà épongé une machine à café renversée, calmé un graphiste paniqué par un bug de logiciel et sourit mécaniquement à 3 personnes qui se plaignaient du Wi-Fi. Elle a attaché ses cheveux en chignon flou, mis un jean brut et une chemise bleu clair. Dans sa tête, elle répète la liste de ce que Zoé doit faire après le collège. Clé dans la poche droite, ne pas oublier de fermer la porte, réchauffer le gratin préparé la veille, message à maman quand tu es rentré. La porte vitrée s'ouvre. Un homme entre, valise cabine à la main, sac d'ordinateur en bandoulière. Il a cette allure qu'on reconnaît tout de suite. Chemise blanche impeccable, manteau sombre bien coupé, démarche rapide, mais quelque chose d'étonne. Pas de cravate, des baskets propres et un regard qui scrute les lieux, comme s'il en absorbait chaque détail. « Bonjour », dit Julie avec son sourire professionnel. « Bienvenue à la fabrique Atlantique. »« Bonjour ». Il pose sa valise, tend la main. Adrien Delmas. Elle serre la main, note la poignée ferme, la paume légèrement froide. Julie Moreau. Je suis à l'accueil et... un peu partout, en fait. Elle montre l'open space derrière elle. « Vous avez une réservation ?»« Oui. » Il sort son téléphone, lui montre un mail. Blue Wave Logistics. 3 postes de travail. Une salle de réunion pour la journée. Elle repère tout de suite le nom. Maëlle l'a prévenu la veille. On a une grosse boîte qui arrive. Un groupe de logistique verte, je crois. Important client. On fait bonne impression. Oui, bien sûr. J'ai tout préparé, répond Julie. Elle lui donne un badge, un plan des locaux, une carte avec le code Wi-Fi. Les postes sont là, bas, près de la baie vitrée. La salle de réunion Fort Boyard, au fond du couloir à gauche. Il acquiesce. Merci. Il s'apprête à partir, puis se retourne. Et si on a un problème, on vous appelle, termine Julie. Elle sourit. Je ne suis jamais bien loin. Elle ne sait pas encore que ces mots vont se vérifier de manière plus littérale qu'elle ne l'imagine. La matinée file. Adrien retrouve son directeur des opérations, une jeune chef de projet et un responsable informatique. Ils s'installent, sortent des dossiers, ouvrent des écrans, en salle, Fort Boyard. On parle de flux de marchandises, de ports, de camions électriques. Au rez-de-chaussée, Julie jongle entre un entrepreneur qui veut imprimer Send Flyers, une start-upeuse en pleine visio avec San Francisco et un livreur de colis perdu dans les codes. Vers 11 heures, une alerte retentit sur le téléphone d'Adrien. Un message de sa mère. « Lucas tousse beaucoup ce matin. Je vais l'emmener chez le médecin. Je te tiens au courant. » Il sent son ventre se contracter. Lucas a parfois de grosses bronchites. Il répond « Merci. Appelle-moi quand tu sors. » Ses collègues continuent de parler, mais il sent son attention se fragmenter. Il est là, physiquement, dans cette salle vitrée face au port, mais une partie de lui est dans un cabinet médical, à quelques rues de là. À midi,
Le cowork se vide un peu. Chacun va chercher un sandwich, un plat à emporter, une salade. Julie se prépare à manger en vitesse un Tupperware de pâtes derrière le comptoir, quand elle entend une voix d'enfant. Puis, un petit quinte de tout. Elle lève la tête. Une femme d'une 60aine d'années, manteau beige, écharpe tricotée, tient la main d'un petit garçon, au visage pâle, aux boucles châtain ébouriffées. Le garçon tousse fort, se plie en deux. « Doucement, Lucas, doucement », murmure la femme. Julie s'avance. « Bonjour, je peux vous aider ? Je cherche. » La femme fouille dans son sac. « Mon fils travaille ici aujourd'hui. Il m'a envoyé l'adresse. » Elle sort un papier froissé. « C'est bien là, Blue Wave. »« Oui, » confirme Julie. Elle regarde le petit, inquiet. « Ça va, mon bonhomme ?»« Oui, » tousse Lucas. Une toux sèche qui accroche. « Adrien Delmas, c'est votre fils ?» demande Julie. « Oui, il est là. Je vais le prévenir. » Elle compose le numéro affiché sur la fiche de réservation. « Oui ?» La voix d'Adrien, tendue. « Bonjour, c'est Julie, à l'accueil. »« Oui, votre maman est là, avec Lucas. » Il tousse beaucoup. Un silence. « J'arrive. » Quelques secondes plus tard, Adrien surgit, le visage fermé. « Lucas, papa. » Le petit tend les bras. Adrien le prend, le serre fort. « Ça va ? » ?»« Ça brûle. »« Là, » dit l'enfant en montrant sa poitrine. Julie, à côté, sent son cœur se serrer. L'infirmière bénévole, qu'elle a été pendant un temps dans une asso de quartier, se réveille. « Il a de la fièvre ?» demande-t-elle, elle à la grand-mère. « Un peu, ce matin. Le médecin a dit que ça allait, mais là, la toux, ça empire. » Lucas se met à respirer vite, trop vite. Julie s'approche. « Je peux ?» Elle pose une main rassurante sur le dos de l'enfant, écoute la respiration sifflante. « Il a déjà fait des crises d'asthme ?»« 2 fois, » répond Adrien. Son regard la fixe, paniqué. « Vous avez un Ventoline ?»« Dans mon sac, » dit la grand-mère. Elle fouille, les mains tremblantes. Julie prend les choses en main, sans réfléchir. « Adrien, asseyez-vous là avec lui, tenez-le bien. Lucas, regarde-moi. » Elle parle calmement, comme à Zoé, quand elle était petite et qu'elle faisait une colère. « On va t'aider à respirer. D'accord ? » « D'accord, » murmure-t-il. Elle lui met l'embout du spray devant la bouche. Inspire doucement. Adrien regarde la scène, à la fois présent et dépassé. Il sait gérer des réunions de crise, des grèves de chauffeurs, des audits financiers. Mais quand son fils lutte pour respirer, tous ses diplômes et ses titres ne valent rien. Après 2 bouffées, la respiration de Lucas s'apaise un peu. Julie garde sa main sur son dos. « Ça va mieux ? » « Un peu, » murmure-t-il. « Je pense qu'il serait plus prudent d'aller aux urgences pédiatriques, » dit Julie. « Le médecin a dit que... » commence la grand-mère. Là, il ne voit pas à quel point il peine. Elle se tourne vers Adrien. « Je peux appeler un taxi, si vous voulez. »« Non, je conduis, » répond-il. Il secoue la tête. « Merci. » Il se lève, Lucas dans les bras. « Je dois... » Il regarde autour de lui, comme perdu. « Je préviens Maëlle, » dit Julie. « Elle s'occupe de la salle. Allez-y. » Il acquiesce, hésite, puis se penche vers elle. « Merci, » répète-t-il. Son regard accroche le sien, une seconde de plus. Ce n'est pas un « merci » poli, de circonstance. C'est un merci qui dit « Je ne saurais pas quoi faire sans toi, là, maintenant. » Elle reste plantée là, le cœur battant un peu trop vite, alors qu'il sort avec Lucas et sa mère. Il est juste un client, se rappelle-t-elle. Un client un peu plus humain que les autres. Les jours passent. Julie reprend sa routine. L'accueil, les factures, les messages de Zoé, les rentrées tardives avec des sacs de courses. Lorsqu'elle pense à Adrien, elle se dit qu'il est sûrement retourné dans sa vie de PDG très occupé. Et à Lucas qui toussait, elle envoie une pensée silencieuse. Un mercredi matin, alors qu'elle ouvre à peine, la porte vitrée s'ouvre. Adrien est là, un sac de croissants à la main. « Bonjour. »« Bonjour, » répond-elle, un peu surprise. Il pose le sac sur le comptoir.
Merci pour la dernière fois. Il n'y a pas de quoi. Si, il esquisse enfin un sourire plus franc. Vous aviez raison. On a passé l'après-midi à l'hôpital. Rien de grave, mais ils ont ajusté le traitement. Julie se détend. Comment va Lucas? Mieux. Il s'ennuie. Il sort son téléphone, montre une photo de son fils avec un masque de nébulisation, faisant une grimace. Il a déjà trouvé un moyen de faire des blagues avec ça. Julie sourit. Les enfants ont ce super pouvoir. Ils restent un instant à regarder la photo. Je ne savais pas que vous étiez infirmière, dit Adrien. Je ne le suis pas. Elle hausse les épaules. J'ai été bénévole dans une asso. Et, elle hésite. Quand on est maman solo, on apprend vite plein de trucs qui ne sont écrits dans aucun CV. Il retient cette phrase. Vous êtes seule avec Zoé, ma fille. 13 ans. 13 ans? Il grimace. J'ai peur de cette étape. Vous avez encore quelques années, le rassure TL. Lucas en a 6. Il sourit. Complice. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, dit-il. Vous avez une réservation aujourd'hui? Non. Je repars à Paris tout à l'heure. Il attrape le sac de croissants, en sort un, le pose devant elle. Sérieusement. Merci. Il la salue, s'en va. Elle le regarde traverser l'open space, saluer 2 coworkers, sortir. Une petite chaleur s'installe dans sa poitrine. Elle secoue la tête, croque dans le croissant. La journée continue. Blue Wave revient la semaine suivante, puis la suivante. Au début, c'est un petit groupe, puis les équipes grossissent. Adrien a décidé de transférer une partie du pôle innovation à La Rochelle. On va tester ici nos nouveaux systèmes de livraison. Explique-t-il, Ilamaël. Vous nous donnez un peu de prestige, plaisante cette dernière. Julie voit, à chaque venue, un peu plus de monde avec des badges Blue Wave. Elle repère aussi une chose. Adrien ne reste plus seulement enfermé en salle de réunion. Il vient prendre un café à la cafétéria, échange 2 mots avec les freelances, regarde l'océan par la baie vitrée. Un soir, alors qu'elle ferme, elle le trouve encore là, seul, devant son ordinateur. « On ferme dans 10 minutes, prévient-elle. « Je pars, dit-il. Il range ses affaires trop vite, fait tomber son stylo. « Ça va ?» demande-t-elle. « Oui. » Il hésite. « Non. » Elle attend. « J'ai une visio avec le conseil demain, » dit-il. Et ils veulent des résultats. Gerbe de chiffres, courbes qui montent, tout ça. Ce n'est pas le cas? Si. Il se laisse tomber sur une chaise. Mais plus ça marche, plus j'ai l'impression de ne plus contrôler le monstre que j'ai créé. Elle s'appuie contre le comptoir. « Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler, » commente-t-elle. « Dites ça aux actionnaires. »« Je vous le dis. » « À vous. » Elle finit de ranger. « Vous avez toujours voulu cette vie-là, PDG? » ?»« Oui. » Il réfléchit. « J'ai toujours voulu réussir. » Et maintenant, il regarde l'open space désert, les écrans éteints, le port qui s'assombrit. Maintenant, je me demande ce que ça veut dire réussir. Elle sourit. « Bienvenue au club. » Il la regarde, surpris. « Vous aussi? J'avais un plan, » dit-elle. Elle compte sur ses doigts. Diplôme, job en agence, mariage, enfant, promotion, vacances en Espagne, maison avec jardin, etc. Et divorce, mi-temps dans une agence qui a fermé, déménagement, appart avec vue sur parking, job à l'accueil d'un cowork. Il grimace. « Je suis désolé. Ce n'est pas vous. » Elle réfléchit. Au début, j'ai eu l'impression de reculer de 10 cases, comme au jeu de loi. Elle regarde autour. Puis j'ai découvert qu'accueil de cowork, c'est pas juste faire coucou et servir du café. Elle montre les bureaux. C'est être au centre d'un petit monde. Des gens qui commencent, qui recommencent, qui se plantent, qui réessayent. Elle hausse les épaules. C'est pas la carrière que j'avais imaginée. Mais c'est la vie que j'ai. Il reste silencieux. Vous êtes courageuse, dit-il finalement. Elle éclate d'un rire incrédule. Si vous m'aviez vu pleurer devant mon compteur EDF l'année dernière, je ne suis pas sûr que vous diriez ça. Il sourit. Mais quelque chose, dans ses yeux, dit qu'il le pense. Peu à peu, les frontières se déplacent.
Il lui arrive de lui demander son avis sur un flyer pour un événement Blue Wave organisé à la fabrique. Elle lui propose des slogans, ajuste des visuels. « Vous êtes doué », commentait-il un jour. « J'ai fait des études pour ça, vous savez », réplique-t-elle. « Je n'en ai jamais douté. » Il lui parle parfois de Lucas, elle de Zoé. « Elle est comment à 13 ans ?» demande-t-il un soir. « Changeante », répond Julie. « Chang. Un jour, elle m'adore. Le lendemain, je ruine sa vie parce que je n'ai pas acheté le bon yaourt. » Il grimace. « Je ne suis pas prêt. » On ne laisse jamais. Un samedi, Maël propose. On organise une journée portes ouvertes. Blue Wave pourrait présenter ses projets. Adrien accepte. Ça peut nous aider à recruter localement. Julie se retrouve en charge de la communication de l'événement. Affiches, posts pour les réseaux, appels aux habitants. Tu pourrais faire un atelier pour les enfants, lui suggère Maël. Moi? Oui. Tu as l'habitude avec Zoé, non? Julie réfléchit. On peut faire un atelier, dessine le transport du futur. Maël applaudit. J'adore. Le jour J, la fabrique est remplie de familles. Des stands, des démonstrations, des tours de trottinettes électriques. Julie anime son atelier enfant, entoure des feuilles, distribue des crayons. On peut faire un camion qui vole, bien sûr. Un bateau avec des ailes, encore mieux. Lucas arrive, main dans la main avec sa grand-mère. « Papa a dit que je pouvais venir », annonce-t-il. « Tu es le bienvenu », répond Julie. Elle lui donne une feuille. « Tu dessines quoi ?»« Un camion qui n'écrase personne. » Elle sourit. C'est une très bonne idée. Un peu plus tard, Zoé finit par débarquer, après avoir traîné au collège. « C'est quoi, cette kermesse ?»« C'est une journée portes ouvertes », corrige Julie. Zoé aperçoit Lucas, occupé à colorier. « Salut !» dit-elle. « Salut !» répond-il. « Tu dessines quoi ?»« Un camion. »« On voit bien », commente-t-elle d'un ton neutre. Il la regarde avec fascination. « Tu as un piercing ?»« Non, pas encore », répond-elle en souriant. Elle s'assoit à côté de lui, prend une feuille. « Tu veux que je t'aide à faire les flammes ?»« Oui. » Julie observe sa fille, douce avec ce petit garçon. Elle relève la tête. Adrien, au fond de la salle, est en pleine discussion avec un élu local. Mais son regard, parfois, revient vers l'atelier, vers eux, vers elle. Elle sent un frisson la traverser. « Ne commence pas », se dit une petite voix. « Tu as dit, pas de dépendance, pas d'homme compliqué, pas de PDG. » Et pourtant, quand il la rejoint plus tard, l'événement terminé, pour l'aider à ranger, elle se surprend à apprécier la simple présence de cet homme-là, en jean et chemise, portant des chaises. « Tu t'en sors ?» demande-t-il. « Oui. » Elle attache une pile de chaises avec un lien. « Tu es doué, toi aussi, pour recommencer quelque chose, » remarque-t-elle. « Comment ça ? Tu aurais pu ouvrir ton site à Bordeaux, Nantes ou rester à Paris. » Elle se tourne vers lui. « Pourquoi La Rochelle ?» Il regarde le port, les bateaux qui se balancent. « Parce que j'avais besoin de repartir ailleurs. » Un silence. « Tu es le seul PDG que je connaisse qui vienne poser ses valises dans un cowork, » commente-t-elle. « Tu connais beaucoup de PDG, de loin, dans la presse. » Elle rit. « De près, juste toi. » Il a un sourire un peu étonné. « Ça ne te fait pas peur ?»« On verra, » répond-elle. Elle dit ça pour tout. Ces temps-ci. C'est sa façon à elle de rester debout sur un sol qui bouge encore. Les ennuis commencent le jour où Maël propose officiellement à Julie de passer à temps plein. « Tu fais déjà plus d'heures que prévu, » dit-elle. « Je sais, » sourit Julie. « On t'augmente un peu, on officialise. » Julie sent un mélange de soulagement et d'angoisse. Oui. Le soir même, Adrien vient la voir. « J'ai entendu dire qu'on te proposait un temps plein. Les murs ont des oreilles, apparemment, » sourit-elle. « Je trouve ça très bien. » Il s'approche du comptoir, baisse un peu la voix. « Et si ?» Elle se méfie immédiatement du « et si ?» « Et si quoi ?»« Et si je te proposais aussi autre chose ?» Elle fronce les sourcils. Adrien attend. Il sort une feuille. « On va récupérer des locaux à 2 rues d'ici, pour Blue Wave. On aura besoin de quelqu'un sur place pour gérer l'accueil.
Un peu d'administratif, les liens avec la fabrique et les partenaires locaux. Une sorte d'office manager? Oui. Elle regarde la feuille. Et tu penses à moi? Oui. Elle sent son cœur battre plus fort. Pourquoi? Parce que tu fais déjà le lien entre tout le monde ici. Parce que tu comprends les freelances, les grandes boîtes, les jeunes, les moins jeunes. Il marque une pause. Et parce que je te fais confiance. Le mot résonne fort. Ce serait un poste à temps plein, avec un salaire plus élevé, ajoute T-il. Tu veux me débaucher, en gros. Je veux te proposer de travailler plus avec nous, rectifie T-il. Elle reste silencieuse. Quelques années plus tôt, elle aurait dit oui, sans réfléchir. Mais aujourd'hui, une alarme se met à clignoter en elle. Un homme, du pouvoir, ton boss. Je dois réfléchir, dit-elle. Bien sûr, il ne semble pas vexé. Tu n'es redevable de rien. C'est justement ça qui m'inquiète, murmure-t-elle. Il la regarde, un peu perdue. Je ne comprends pas. Elle cherche ses mots. Mon ex-mari était mon chef. À l'époque, il se tait. Elle continue. Il a commencé par croire en moi, me donner des responsabilités. Elle serre le bord du comptoir. Et puis, petit à petit, tout est devenu confus. Qui décidait quoi? Pour qui? Pourquoi? Elle relève les yeux. Quand il est parti, j'ai perdu mon mari et mon boulot. Adrien encaisse. Je ne suis pas ton ex-mari, dit-il doucement. Je sais, mais la peur est là, tapis. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un qui peut décider, du jour au lendemain, que je ne fais plus partie du plan. Explique-t-elle. Elle. Tu dépendras d'une entreprise, pas de moi, répond-il. Une entreprise dont tu es le PDG. Ses mots sont cinglants, mais sa voix tremble. Je ne veux plus mêler vie pro et sentiments, conclut-elle. Il ouvre la bouche, la referme. Des sentiments? Répétait-il. Elle se mord la lèvre. Elle en a dit trop. Tu sais très bien de quoi je parle, lâche-t-elle. Elle voit la fêlure dans son regard. Tu crois que je te propose ce poste parce que je te plais? Oui, tranche-t-elle. Et parce que tu ne sais pas te séparer de ce qui te rassure. Il reste un moment silencieux. Ce n'est pas... Je suis contente que tu tiennes à moi, dit-elle, plus doucement. Elle s'adoucit. Mais je ne peux pas risquer de tout perdre si, un jour, tu regrettes. Un silence. Tu crois que je regretterai forcément? Demande-t-il. Je crois que les hommes comme toi ont appris à sauver leur carrière, pas les femmes qui les entourent, répond-elle. Elle le regarde, les yeux brillants. Et moi, j'ai appris à ne compter que sur moi. Il encaisse la phrase comme un coup de poing. D'accord, dit-il finalement. Son ton est calme, trop calme. Merci d'avoir été franche. Il replie la feuille. Ma proposition tient. Si un jour tu changes d'avis, il s'éloigne. Elle se laisse tomber sur sa chaise, vidée. Ce jour-là, pour la première fois, elle ne rentre pas chez elle avec le sentiment d'avoir avancé. Elle a juste la sensation d'avoir repoussé quelqu'un qui comptait. Mais elle ne sait pas faire autrement. Pas encore. Quelques semaines plus tard, une autre mauvaise nouvelle arrive, d'un autre front, un courrier, avec l'entête du tribunal. Demande de révision de la garde. Thomas, son ex, demande une garde alternée pour Zoé. C'est une blague, hurle Zoé, en lisant la lettre par-dessus son épaule. Zoé, doucement. Il ne m'a jamais emmené à une réunion parents-prof. Elle tremble. Et maintenant qu'il a un appart plus grand et une copine décoratrice, il veut me prendre une semaine sur 2. Julie, elle, sent ses jambes se dérober. On va se défendre, répond-elle. Elle voudrait être aussi convaincante qu'elle en a l'air. Mais rappel à la réalité. Avocat à payer, temps à trouver, énergie à garder. Le lendemain, elle arrive à la fabrique, les yeux cernés. Adrien la croise, remarque tout de suite quelque chose. « Ça va ?»« Oui. » Elle ment mal. « Non. » Il attend, sans insister. Thomas demande la garde alternée. Lâcheté-elle. Il plisse les yeux. « Maintenant ?»« Oui. » Et Zoé? Elle n'en veut pas. Elle a envie de pleurer. « Je ne peux pas me battre sur tous les fronts, Adrien. Le boulot, les factures, le reste. » Sa voix se brise. «
Je suis fatigué. Il a un geste, comme s'il allait poser une main sur son épaule, puis se retient. Tu as un avocat? Pas encore. Je peux t'en recommander un, dit-il doucement. Non. Elle lève la main. Je ne veux pas que tu deviennes mon sauveur. Il encaisse. Tu veux que je sois quoi, alors? Mon... Elle cherche. Un... Point fixe. Elle se reprend. Un ami peut être. Il sourit tristement. Je peux essayer. Mais ce n'est pas si simple. Les semaines qui suivent sont tendues. Au tribunal, l'avocat de Thomas peint Julie en mère instable, en transition, qui vient de déménager, a changé de boulot. Monsieur, lui, propose un environnement stable, une belle maison en banlieue, une belle famille aimante, explique-t-il. Julie serre les poings. Elle voudrait hurler que la stabilité qu'il offre, c'est celle qu'il n'a jamais donnée avant. Elle voudrait dire que Zoé n'est pas un meuble qu'on déménage quand les finances vont mieux. Adrien, de loin, prend des nouvelles, discrètement. Un message, parfois. Je pense à vous. Merci. La tension culmine un soir de juin. Julie sort du tribunal, vidée. Le juge a décidé de tester une forme de garde alternée progressive. Zoé devra passer un week-end sur 2 et une partie des vacances chez son père. « Je ne veux pas y aller !» hurle l'ado dans la rue, les larmes aux yeux. « On va faire appel !» tente Julie. Il s'en fiche de moi. Sa nouvelle femme veut juste un pack famille pour Instagram. La colère de Zoé explose. La sienne aussi, intérieurement. Ce soir-là, elle s'effondre dans sa petite cuisine, seule. Elle en veut à Thomas, au juge, au système. Et, d'une certaine manière, à Adrien, là-bas, dans ses bureaux avec ses moyens, sa puissance, son réseau. Ils vivent sur une autre planète, murmure-t-elle. Le lendemain, elle va travailler avec l'énergie d'un robot. Tâche en mode automatique, sourire de façade. Adrien la voit. Entre 2 réunions, il la croise dans le couloir. Julie. Je n'ai pas le temps, lâche-t-elle. 2 minutes. Non. Il la suit jusqu'au comptoir. Tu m'en veux? demande-t-il. À toi? Elle rit, sans joie. Non. Elle le regarde. J'en veux à tous les hommes qui peuvent décider de la vie des autres en signant un papier, dit-elle. Il sent le coup. Encore. Je ne suis pas PDG, juge, avocat. C'est la même cravate. Lâcheté, elle, injuste. Il serre les dents. Tu sais que ce n'est pas vrai. Peut être. Elle respire fort. Mais ce matin, je n'ai pas la force de faire la part des choses. Elle s'éloigne. Il la laisse partir. Pour la première fois, il se dit qu'il ne sait pas s'il fait partie du problème ou de la solution dans sa vie. Et cette pensée le travaille plus que n'importe quel chiffre rouge dans un tableau. Parfois, ce sont les choses dont on ne se mêle pas qui finissent par changer tout. Les semaines passent. Zoé commence ses premiers week-ends chez son père, la gorge serrée au départ, les yeux rouges au retour. « C'était comment ?» demande Julie chaque fois. « Supportable », répond-elle. Elles inventent un code. Supportable égale rien de catastrophique, mais pas de quoi s'extasier. Une fois, Zoé dit, « Il fait des efforts. » Julie sent son cœur se serrer. « Et toi, tu en fais ?»« Oui. » Elle lui caresse les cheveux. « C'est tout ce qu'on peut te demander. » Au travail, la vie reprend, avec ses mails, ses clients, ses pannes de Wi-Fi. Adrien est moins présent physiquement. Il navigue entre Paris, La Rochelle et d'autres ports, mais il garde un lien. Un jour, Maël convoque Julie dans son bureau. « J'ai une nouvelle à t'annoncer. Bonne ou mauvaise ?» « Ça dépend. » Julie s'assoit. Maël prend une inspiration. Blue Wave va quitter la fabrique. Le sol se dérobe un peu. Ils ont trouvé mieux. Ils récupèrent leurs propres locaux, ceux dont Adrien t'avait parlé. Ah, Maël s'empresse d'ajouter. Mais il reste à La Rochelle. Julie hoche la tête, partagée. Et nous? Nous, on continue. Maël sourit. On a d'autres clients, tu sais. Tu as bien bossé, la communication a fonctionné. Oui, mais, elle n'ose pas dire le mais. Mais sans Blue Wave, ce cowork sera un peu moins vivant, un peu moins relié à lui.
Maëlle observe son visage. Tu peux leur en vouloir, si tu veux, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville, commente-t-elle. Je sais. Le jour où Blue Wave déménage, Julie se poste à l'accueil, comme d'habitude. Des cartons, des plantes, des écrans circulent. Adrien vient la voir, un carton à la main. On fait 1 kilomètre, explique-t-il. Je sais. Il la regarde. Tu viens voir? Elle hésite. J'ai du travail ici. Il ne la presse pas. D'accord. Il marque une pause. Julie. Oui. Je ne sais pas encore comment, ni quand, ni si tu le voudras, mais il cherche ses mots. Je ne renonce pas, conclut-il. Elle souffle. Fatiguée. Tu ne renonces pas à quoi? À l'idée qu'on puisse faire quelque chose de bien ensemble. Son ton est calme, sans grand effet dramatique. Au travail, comme ailleurs. Elle ferme les yeux un instant. Une chose après l'autre, Adrien. D'accord. 2 mois plus tard. Le hasard, ou quelque chose qui y ressemble s'en mêle. La fabrique organise une soirée pour fêter ses 3 ans. Tous les anciens, les partenaires, les voisins sont invités. La salle est décorée de guirlandes, de lumières, de grandes photos des premiers jours. Julie est chargée du discours d'introduction. « Moi, tu sais mieux que moi ce qui s'est passé ici », argumente Maëlle. Elle monte sur la petite estrade, micro en main. « Bonsoir. Les gens discutent encore, rient. Quand je suis arrivée ici, il y a un peu plus d'1 an, je recommençais ma vie, dit-elle simplement. Les têtes se tournent. J'avais l'impression de repartir de zéro. Elle sourit. En fait, j'ai découvert que 0, ce n'est pas rien. C'est tout ce qu'on a encore à écrire. Elle parle des freelances qui ont trouvé ici leurs premiers clients, des petites boîtes qui ont grandi, de celles qui se sont plantées, des gens qui sont partis, revenus, on a vu des projets naître, mourir, renaître. Elle pose le regard sur la salle. Et parfois, on a vu autre chose naître aussi. Des amitiés, des histoires, des familles recomposées autour d'un bureau partagé. Elle range ses notes. Merci d'avoir fait de ce lieu un endroit où on n'est pas obligé de réussir pour exister. Les applaudissements éclatent. Dans le fond, Adrien, venu avec quelques membres de son équipe, la regarde. Il n'applaudit pas seulement le discours, il applaudit ce qu'elle est devenue. Une femme debout, qui parle devant des dizaines de personnes sans s'excuser d'exister. Après les discours, la musique démarre, le buffet s'ouvre, les conversations se dispersent. Julie, avec un verre de jus d'orange à la main, rejoint Zoé qui discute avec un groupe d'ados. « Tu t'es bien débrouillé », commande sa fille. « Merci. Tu avais peur ?»« Oui. On ne voyait pas », répond Zoé. La fierté dans sa voix vaut tous les compliments. Julie lui ébouriffe les cheveux. « Tu peux rester jusqu'à 10, pas plus. D'accord ? Oui, maman. » Elle retourne vers le bar. Adrien l'attend, un verre de vin à la main. Beau discours. « Merci. Tu as parlé de toi. Un peu. Tu aurais pu parler de moi aussi, plaisante-t-il. Tu n'étais pas là au début. » « Non. » Il la regarde. « Mais j'ai bien l'intention d'être là pour la suite, murmure-t-il. Elle sent son cœur faire un drôle de bond. « Adrien, attends. » Il pose son verre. « Je ne te parlerai pas d'opportunités de carrière, ni d'offres de poste, ni de logistique. » Il respire profondément. « Je te parle juste de moi. » Elle se tait. J'ai mis du temps à comprendre que recommencer à zéro ne voulait pas dire effacer ce qu'on a vécu, explique-t-il. Pour moi, c'était ça. Virer les erreurs, les regrets, repartir propre. Il secoue la tête. En fait, on repart avec toutes nos bosses, nos peurs, nos casseroles. Il la regarde. Je viens avec un fils, un divorce, une boîte qui me prend trop de place, des contradictions, des maladresses. Elle sourit tristement. J'ai un peu le même kit. Justement, dit-il. Il fait un pas vers elle. Je ne te promets pas une vie facile. Ça tombe bien. Je n'y crois plus, répond-elle. Je te promets d'essayer d'être un homme qui ne joue pas avec le pouvoir qu'il a, avec toi. Il parle lentement. De séparer clairement ce qui relève de la boîte et ce qui relève de nous. Elle fronce les sourcils. Nous, ce qu'on pourrait être, précise-t-il. Son regard ne fuit pas.
et je te promets de ne pas décider à ta place. Il esquisse un sourire. La prochaine décision, c'est toi qui la prends. Elle reste silencieuse. La musique, autour, continue. Des gens rient, trinquent. Pour elle, le temps s'est un peu ralenti. Tu as changé des choses, dit-elle finalement. Pardon? Dans ta boîte, elle le fixe. Tu as reculé des stations de livraison pour protéger des trottoirs. Tu as mis en place des horaires plus souples pour les parents solos. Il cligne des yeux. Qui t'a dit ça? Ton RH. Un jour où je lui ai servi un café, répond-elle. Et j'ai vu que tu étais capable de bouger un système, pas juste de le subir. Elle respire. Tu as changé des choses, Adrien. Elle pose sa main sur son propre torse. Mais tu n'as pas le pouvoir de tout changer, ici. Je sais. Ça, c'est moi qui dois le faire. Elle ferme les yeux un instant. Elle pense à Thomas, au tribunal, aux week-ends alternés, aux soirs de panique devant les comptes, à Zoé qui grandit, à Lucas qui tousse, à ce cowork où elle a retrouvé un bout de courage. Elle pense à ce qu'elle ressent quand Adrien entre dans une pièce, à la façon dont il l'écoute, à ses maladresses honnêtes, à son rire rare mais vrai. Quand elle rouvre les yeux, elle connaît la réponse. « Est-ce que j'ai envie d'essayer » murmure-t-elle. « De quoi ? De recommencer à zéro, avec toi, dans l'équation. » Un sourire glisse sur ses lèvres. « Oui, il ne bouge pas. Tu en es sûr ? » ?»« Non. » « Avoue-t-elle. » Elle rit. « Mais je ne serai sûr de rien, avec personne. » Elle fait un pas vers lui. « Par contre, je sais que je ne suis plus la femme qui se laisse convaincre que sans un homme, elle n'y arrivera pas. » Elle lève le menton. « Je peux y arriver seule. »« Je n'en doute pas, dit-il. Mais je commence à croire que je peux aussi être heureuse avec quelqu'un qui ne me tient pas en laisse. » Il avale difficilement. « Je veux être ce quelqu'un-là, dit-il simplement. » Il tend la main, paume ouverte, pas imposée. « On y va doucement ?»« Doucement, confirme-t-elle. » Elle glisse sa main dans la sienne. Le contact est simple, pas spectaculaire. Juste. Les mois suivants ne sont pas magiques. Il y a encore des audiences pour ajuster la garde de Zoé, des réunions tardives, des pannes de chaudière, des colères adolescentes, des deadlines intenables. Parfois, Julie panique. « Si on se sépare, je perds quoi cette fois ?» demande-t-elle un soir, alors qu'ils rangent la cuisine ensemble. « Tu ne perds pas ton boulot, » répond Adrien. « Tu ne peux pas le garantir. » « Si. » Il la regarde. « Je t'ai promis de ne pas mélanger les niveaux. » Il a déjà pris les devants. Elle n'est pas salariée de Blue Wave, mais consultante externe pour certains projets. Elle garde son poste à la fabrique, son autonomie. « On a mis noir sur blanc que nos histoires n'entrent pas dans les fiches de poste, » ajoute-t-il. Elle sourit, émue. « Tu es le seul homme que je connaisse qui puisse rendre un document juridique presque romantique. » Un autre soir, c'est lui qui doute. « Et si tout s'écroule, côté boulot, tu trouveras autre chose, » dit-elle. « Ce n'est pas si simple. » « Non. » Elle pose sa main sur la sienne. « Mais tu ne seras pas seul. » Ils apprennent à se tenir, à reculer quand ils s'énervent, à revenir après. Les enfants, eux, inventent leur propre dynamique. Zoé fait semblant de trouver Adrien ringard pour la forme, mais accepte qu'il l'aide à réviser ses maths. Lucas admire Zoé comme une grande sœur qui connaît tous les codes de YouTube. Un dimanche, sur la plage de Chef de Baie, ils construisent un château de sable. « Là, c'est la maison de maman, » dit Lucas, en plantant un drapeau de fortune sur une tour. « Là, c'est la maison d'Adrien, » corrige Zoé. « Là, c'est la maison de tout le monde, » tranche Julie. Elle dessine un cercle autour. Adrien la regarde. « Tu te rends compte ?» murmure-t-il. « De quoi ? On n'est plus tout à fait à zéro. » Elle lui lance du sable sur les pieds. Heureusement, elle se tourne vers la mer. « Mais j'aime l'idée qu'on puisse toujours recommencer ce qui ne marche pas. » Il hoche la tête. Ensemble, le soleil décline doucement sur l'horizon. Le vent leur rend les joues rouges. Zoé filme une story, château de sable, famille recomposée chaotique. Lucas hurle de rire en détruisant une des tours. Julie ferme un instant les yeux. La vie n'est pas devenue parfaite, mais elle n'est plus seulement une succession de combats pour survivre.
Elle a trouvé un homme qui n'a pas tout changé pour elle, comme dans les contes. Il a changé ce qu'il pouvait en lui-même, à côté d'elle. Et surtout, elle a changé elle. Elle a découvert qu'on pouvait recommencer à zéro, non pas en effaçant le passé, mais en choisissant, cette fois, avec qui on a envie d'écrire la suite. Elle rouvre les yeux. Adrien lui sourit. Sa main cherche la sienne. Et, pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne lui fait pas peur. Il lui ressemble.